Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Affaires judiciaires marquantes. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire politico-financière qui interroge le fonctionnement même de nos politiques publiques, l'affaire McKinsey. À la fin de cette vidéo, nous constaterons certainement ensemble que cette affaire, qui continue encore aujourd'hui de faire parler d'elle, dépasse de loin le simple recours de l'État à un cabinet de conseil. Elle nous pose des questions fondamentales sur l'impartialité de la décision publique, l'influence du secteur privé sur les campagnes électorales et le respect des règles essentielles de notre droit public. Derrière cette affaire, un constat sans appel. Les frontières entre intérêts privés et actions publiques peuvent devenir poreuses. Les premières questions posées ont été nombreuses dans cette affaire. Combien de consultants McKinsey ont travaillé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 ? Le faisaient-ils sur leur temps libre ou sur leur temps de travail ? Leur direction les a-t-elle sciemment détachés pour mettre leurs compétences au service d'un candidat ? Ces interrogations restent aujourd'hui au cœur de 3 procédures judiciaires pénales qui sont toujours en cours. Alors, on va commencer par une mise en contexte et donc parler de ce phénomène tentaculaire qui est le recours au cabinet de consulting. L'affaire McKinsey éclate en mars 2022 lorsqu'une commission d'enquête sénatoriale, présidée par Arnaud Bazin, est constituée à propos de l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques à l'initiative d'un groupe parlementaire, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Son rapport, numéro 578, déposé le 16 mars 2022 en 2 tomes et quelques centaines de pages, est intitulé « Un phénomène tentaculaire, l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques ». Il fait l'effet d'une onde de choc. En effet, le rapport révèle que l'État a dépensé plus d'1 milliard d'euros en prestations de conseil en 2021, des dépenses qui ont ainsi plus que doublé depuis 2018 et qui démontrent une externalisation des politiques publiques souvent sans contrôle suffisant. Après 4 mois d'investigation et 7 399 documents recueillis, la commission démontre que des pans entiers des politiques publiques ont été sous-traités à des cabinets privés. Par ailleurs, une vingtaine seulement de cabinets concentrent plus de 55% de ces prestations au ministère, parmi lesquels les bien connus Eurogroup, Ipsos, Deloitte, Ernst & Young, Clifford Chance, McKinsey, pour celui qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques mois plus tard, en juillet 2023, la Cour des comptes publie un rapport d'initiative citoyenne intitulé, je cite, « Le recours par l'État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil ». La Cour y alerte elle aussi sur le recours excessif à ces cabinets. Elle indique, et je cite entre guillemets, « Le cadre dans lequel s'inscrit l'association de cabinets de conseil aux missions de l'État souffre de l'imprécision des modalités de mise en œuvre de la doctrine d'emploi par le gouvernement et d'une coordination interministérielle insuffisamment armée. » Elle fait état, et je cite encore, d'une suite de commandes successives adressées au cabinet McKinsey entre novembre 2020 et l'été 2022. À l'occasion de la seule campagne vaccinale anti-Covid, notamment, l'État a versé 11,7 millions d'euros à McKinsey sur un total de 22,7 millions d'euros engagés. La Cour des comptes indique à cet égard, s'il était sans doute justifié, notamment durant les premiers mois de la campagne vaccinale, le recours à des intervenants extérieurs ne devait pas se prolonger, sauf à créer une situation préjudiciable pour les services de l'État eux-mêmes. En tout, donc, et entre janvier 2021 et juin 2022, McKinsey a ainsi bénéficié de 36 commandes de l'État pour un montant total de 24,66 millions d'euros, essentiellement à destination donc, du ministère de la Santé. Le cabinet McKinsey en France, c'est une structure qui est un peu complexe. McKinsey et Compagnie France est une filiale du groupe américain McKinsey et Compagnie, elle-même domiciliée dans le Delaware, un État qui est bien connu aux États-Unis pour ses avantages fiscaux. Une seconde entité, McKinsey et Compagnie SAS, a existé quant à elle en France, mais a été radiée en 2024.
Cette structuration est au cœur des critiques qui concernent le cabinet McKinsey. Selon les travaux sénatoriaux, donc les mêmes que ceux que j'ai cités précédemment, McKinsey n'aurait pas payé d'impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020, malgré des contrats publics importants qui lui avaient donc été accordés. C'est l'un des éléments qui a mené à l'ouverture d'une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Celle-ci nous intéressera moins pour notre propos. Avant d'aller plus loin et pour avoir une meilleure lecture de ces procédures, je vous invite à différencier certains éléments de langage. On parle à la fois d'enquête préliminaire et d'information judiciaire dans cette affaire, et ces deux termes consacrent des cadres procéduraux qui sont différents de l'action pénale. Alors, l'enquête préliminaire, elle est encadrée par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale. Elle est dirigée par le parquet et ses objectifs principaux sont, premièrement, de vérifier si des infractions peuvent être caractérisées, ensuite de rechercher les preuves, mais tout cela sans mettre formellement en cause une personne puisqu'il n'y a pas de mise en examen possible à ce stade. Quant à elle, l'information judiciaire est encadrée par les articles 80 et suivants du Code de procédure pénale. Le procureur de la République saisit un juge d'instruction afin qu'il mène une enquête approfondie sur des faits qui sont susceptibles de constituer une infraction. Le juge d'instruction, magistrat indépendant, procédera ensuite à tous les actes d'information qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. L'objectif ici est l'ouverture d'une enquête approfondie sur des faits complexes, disposés de moyens spécifiques tels que les mises en examen, des perquisitions plus larges, des écoutes téléphoniques, du contrôle judiciaire, de la détention provisoire, par exemple. Donc ces éléments sont importants pour la compréhension de la suite de l'affaire. En 2021, avec les fameux Macron Leaks, puis en 2022 et 2023, plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé que le cabinet aurait pu jouer un rôle sous-estimé dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, en fournissant des conseils ou des prestations qui n'auraient pas été déclarées dans les comptes de campagne. S'agissant de la campagne de 2017 en particulier, celle qui pose le plus de problèmes, des anciens salariés du cabinet ont témoigné anonymement en ce sens, estimant que leur travail aurait dû être facturé et déclaré à cette époque. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Outre les noms bien connus et révélés à la presse, combien de salariés de McKinsey étaient impliqués dans cette campagne électorale ? Intervenaient-ils sur leur temps de travail ou sur leur temps libre ? La direction du cabinet a-t-elle organisé ce soutien ? En octobre 2022, le parquet national financier, informé de l'ensemble de ces éléments, a donc décidé d'ouvrir une information judiciaire pour tenue non conforme des comptes de campagne ainsi que minoration d'éléments comptables de comptes de campagne. Concernant donc toujours ces campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Alors, bien que j'en parle assez souvent, et pour rappeler à ceux qui ne me connaissent pas encore, le parquet national financier a été créé à la suite du scandale de l'affaire Cahuzac par la loi numéro 2013-1117 du 6 décembre, donc, qui était relative à la lutte contre la fraude fiscale notamment. Il est doté d'une compétence nationale et spécialisée dans le traitement de la délinquance économique et financière la plus complexe. Son champ de compétences recouvre ainsi 4 catégories d'infractions. Les atteintes aux finances publiques, telles que la fraude fiscale, on en a parlé en début de vidéo. Les atteintes à la probité, donc le délit de corruption, le trafic d'influence, le détournement de fonds publics, la prise illégale d'intérêt, et vous verrez que nous en parlerons dans la suite de la vidéo. Les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers et les atteintes au libre jeu de la concurrence. Alors, pour ce qui nous concerne, là, sur les campagnes de 2017 et 2022, les délits en cause sont la tenue non conforme des comptes de campagne et, par ailleurs, je vous l'ai dit, la minoration d'éléments comptables de comptes de campagne. Alors là encore, il faut avoir en tête plusieurs éléments d'ordre juridique.
L'on désigne par compte de campagne le document comptable qui va détailler l'ensemble des recettes et des dépenses engagées par un candidat ou une liste de candidats au cours de la campagne électorale. À l'issue de la campagne, le compte de campagne doit être déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, et cette commission va vérifier la conformité des comptes avec les règles en vigueur, principalement celles du code électoral. Les obligations comptables autour du compte de campagne sont principalement posées par les articles donc, du code électoral, les articles L52-12 et L52-16. Son article L113-1, quant à lui, prévoit des sanctions pénales qui peuvent s'élever à hauteur de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque sont notamment constatés, premièrement, le dépassement du plafond des dépenses électorales, deuxièmement, le non-respect des formalités d'établissement du compte de campagne, et ensuite le fait de faire état dans le compte de campagne ou dans ses annexes d'éléments comptables sciemment minorés. En l'espèce, d'autres articles du Code pénal pourraient aussi être mobilisés dans notre affaire. Alors, je pense notamment à l'escroquerie qui est prévue par l'article 313-1 du Code pénal. Dans la suite logique, compte tenu des informations partagées par le Sénat et quasiment à la même date, en octobre 2022, le parquet national financier décide d'ouvrir une seconde information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme, afin de déterminer cette fois-ci si McKinsey n'a pas obtenu, en échange de cette prestation, des contrats publics de manière indue. Les soupçons portent donc ici sur la régularité des marchés publics attribués à McKinsey plus tard, donc une fois qu'Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir. Là encore, il faut avoir certains éléments juridiques en tête. L'article 432-14 du Code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou même investie d'un mandat électif de procurer ou de tenter de procurer un avantage injustifié par un acte contraire aux règles de la commande publique et ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics. Ici, les personnes visées par le délit sont donc les personnes dépositaires de l'autorité publique directement. Par contre, dans le recel, cela pourrait permettre au parquet national financier de viser les personnes morales ou physiques privées. Donc ici, la société McKinsey ou les consultants qui ont eu connaissance de l'irrégularité d'attribution des marchés publics et qui en ont profité. L'article 321-1 du Code pénal indique en effet, je cite, « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. » Il expose, quant à lui, les bénéficiaires de ce recel à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Dans le cadre de cette information judiciaire, les gendarmes de la section de recherche de Paris ont mené une perquisition le 29 mai 2024 au ministère de la Santé. En effet, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier dès le 31 mars 2022 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale visant McKinsey Company France et McKinsey Company SAS. L'objectif est de déterminer si le cabinet a délibérément organisé son implantation pour échapper à l'impôt en France. Cette question-là, nous la laissons de côté pour notre vidéo. Il y a une dernière question, une quatrième, qui vient s'ajouter à nos affaires judiciaires, c'est la question du faux témoignage. C'est un autre épisode marquant de cette affaire qui va concerner le dirigeant de McKinsey, donc Karim Tadjeddine, dont vous avez certainement entendu parler, puisque donc, lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, la même qui mènera au rapport dont je vous ai parlé, il avait affirmé que McKinsey payait ses impôts en France,
Ce que les faits ont très largement ensuite contredit. Il a été poursuivi donc pour faux témoignage, qui est une infraction qui est prévue à l'article 434-13 du Code pénal et qui est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. En juillet 2024, le parquet de Paris a finalement classé cette affaire sans suite, estimant que l'infraction n'était pas constituée. Alors si on fait le bilan, à l'heure actuelle, donc, il demeure en tout et pour tout 3 procédures pénales qui sont toujours en cours. Les concernant et à ce jour, aucune mise en examen n'a été déclarée. On signale seulement des perquisitions au ministère de la Santé, comme je vous en ai parlé juste avant, chez des dirigeants de McKinsey et dans les bureaux du parti Renaissance qui ont été conduites fin janvier, début février 2023. Par ailleurs, il faut garder en tête que le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut pas directement être mis en cause par la justice. Les contours de son immunité sont posés par l'article 67 de la Constitution. Pour la désigner, on parle d'irresponsabilité pour tous les actes qu'il va accomplir ou qu'il a accomplis en cette qualité de président de la République. Et cette irresponsabilité est absolue et permanente et implique qu'aucune action ne peut être engagée contre le chef d'État pour des actes accomplis en sa qualité de président de la République, et ce, même après la fin de son mandat. Pour les actes du chef de l'État qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions présidentielles, le président dispose par ailleurs de ce qu'on appelle une inviolabilité, qui implique qu'il ne peut pas faire l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. Ainsi, l'article 67 dispose, je cite, « Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. » Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'1 mois suivant la cessation des fonctions. Cette inviolabilité est complète. Elle va couvrir les domaines pénal, civil et administratif. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, on l'a appelée donc proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Et c'est une proposition de loi qui est transpartisane, une fois n'est pas coutume. Poursuivant initialement des objectifs de transparence, de déontologie et de contrôle, cette proposition a été déposée pour encadrer l'intervention des cabinets de conseil. Mais elle a été, au fil du temps, profondément modifiée par l'Assemblée nationale et largement vidée de son contenu. Elle est ensuite repassée devant le Sénat et elle a été donc adoptée par le Sénat le 28 mai 2024. Ensuite, sa course aura été stoppée par la dissolution de l'Assemblée nationale début juin 2024 et elle est donc de retour dans l'hémicycle pour une seconde lecture par l'Assemblée nationale. Elle n'a pas encore été mise en séance publique ni adoptée définitivement et devra donc pour ce faire, comme je vous le disais, franchir l'étape de la seconde lecture à l'Assemblée nationale. Alors dans le détail maintenant, la loi prévoit d'encadrer les prestations de conseil qu'elle énumère d'ailleurs dès le début, donc les conseils en stratégie, en organisation des services, de conseils informatiques, de conseils en communication, de conseils pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, notamment des prestations qui sont réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires, à savoir l'État, ses établissements publics, les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, mais aussi les centrales d'achat au sens du Code de la commande publique. Cette proposition de loi poursuit l'objectif de renforcer la transparence dans le recours à ces prestations et son article 3 prévoit ainsi que le gouvernement devra remettre tous les ans au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil
qui présentera notamment le bilan des moyens consacrés par l'État et la cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne, ainsi que la liste des prestations de conseil qui ont été réalisées au cours des 5 années précédentes à titre onéreux. Une section de la loi est intitulée « Mieux lutter contre les conflits d'intérêts ». Alors c'est l'article 10. Il prévoit qu'avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants qui ont une fonction d'encadrement ou de supervision de la prestation vont adresser à l'administration une déclaration exhaustive des intérêts qu'ils détiennent à date et au cours des 5 années précédentes et qui contient notamment les prestations qu'il a réalisées au cours des 5 années précédentes auprès d'un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire, les participations au cours des 5 années précédentes aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire, et les fonctions bénévoles ou mandats électifs exercés notamment. Elle organise par ailleurs la saisine d'office de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou sur demande d'une administration bénéficiaire. Alors ça peut être aussi une organisation syndicale, certaines associations agréées ou même le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Premier ministre. Il est ainsi prévu que l'autorité puisse opérer des contrôles, procéder à des vérifications sur place dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d'un consultant sur autorisation du juge. Mais il est aussi prévu qu'elle puisse prononcer des amendes administratives qui ne pourront pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour une personne morale. Plus intéressant encore, elle pourrait également prononcer des exclusions aux procédures de passation des marchés. Il faudra donc attendre pour savoir si la loi est définitivement adoptée. Pour l'instant, comme je vous le disais, ça doit encore franchir le cap de cette seconde lecture. Alors en conclusion de cette vidéo, je pourrais dire que l'affaire McKinsey dépasse de loin la seule question du recours au cabinet de conseil. Elle met en lumière des interrogations fondamentales sur la conduite des politiques publiques en France et sur le respect des principes qui gouvernent l'action de l'État et des collectivités territoriales. Quel doit être le rôle légitime des acteurs privés dans la décision publique ? Comment garantir à tous les niveaux, et je pense au niveau municipal, départemental, régional comme national, la transparence, l'intégrité et la légalité des procédures de passation des marchés publics ? Comment prévenir les risques de corruption, de favoritisme ou de conflits d'intérêts qui peuvent gangréner la commande publique et miner la confiance des citoyens dans l'action publique ? Cette affaire rappelle, s'il en était besoin, l'exigence impérieuse de faire respecter les principes fondamentaux du droit public, en particulier ceux de la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande, la transparence des procédures. Elle met aussi en évidence la nécessité d'un contrôle effectif des relations entre les sphères publiques et privées pour prévenir toute dérive incompatible avec le bon fonctionnement démocratique. Tant que les enquêtes sont en cours, de nombreuses zones d'ombre demeurent, mais une chose est d'ores et déjà acquise. Cette affaire a révélé l'ampleur d'un phénomène plus général, la privatisation insidieuse de certaines fonctions régaliennes et les dangers qu'elle fait peser sur l'état de droit. Car une république qui fonctionnerait comme une entreprise, au mépris des principes du service public et du contrôle démocratique, risquerait de voir ses citoyens perdre définitivement confiance dans ses institutions. C'est donc un débat essentiel que j'ouvre avec vous. Où en sommes-nous de notre gouvernance publique, de la transparence et de la probité dans l'action des pouvoirs publics à toutes les échelles ?